Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'août que je vous filme sous ma fenêtre au soleil. Je n'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai 4 films, une série ainsi que 2 livres pour la simple bonne raison que ces dernières semaines et le mois d'août de façon générale a été très stressant. Je pense que ma peau en porte encore les marques à vrai dire. Et ça y est. Tous les papiers sont signés, l'administratif c'est fait, donc je peux vous l'annoncer officiellement. À partir du mois d'octobre, je m'installe pour de bon à Paris. Mes études de journalisme sont terminées, j'ai achevé mes 3 années d'études, donc les études c'est fini pour moi, mais avant de rentrer dans le milieu du travail, j'avais envie de faire une petite pause et c'est pourquoi j'ai postulé à un service civique au Centre Pompidou, dans le service de médiation culturelle, donc où je vais travailler pendant 8 mois. Je vous en parle en début de vidéo parce que c'est la rentrée et peut-être que vous posez des questions sur mes plans à venir, sur qu'est-ce que je prévois de faire cette année maintenant que mes études sont finies. Mais sachez que je vous ai filmé un vlog là durant ces dernières semaines justement par rapport à mon installation, à la recherche d'appartement et tout ça. Donc bien évidemment que vous en saurez plus en regardant cette vidéo. Commençons par le premier film pour lequel j'ai un avis à contre-courant. Moi je fais partie des gens qui ont adoré le nouveau film de M. Night Shyamalan, un film porté par Josh Hartnett avec un concept toujours délirant, un concept toujours aguicheur, en l'occurrence celui d'un tueur en série qui se retrouve coincé dans un concert d'une pop star. C'est le film Trap, sorti le 7 août. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. This whole concert, it's a trap. They're watching all the exits, they're checking everyone that leaves. There's no way to get out of here. La star de la chanson Lady Raven donne un concert, un immense concert avec près de 30 000 spectateurs. Cooper, qui est père de famille, s'y rend avec sa fille qui est fan de la chanteuse, et remarque quand même qu'il y a beaucoup de policiers, plusieurs centaines de policiers à vrai dire autour de ce stade et à l'intérieur. Ces policiers tentent de mettre la main sur le boucher, un tueur en série, puisqu'ils ont eu l'info comme quoi le tueur en série serait présent lors du concert. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le boucher, bien c'est nul autre que Cooper, notre personnage principal. Moi, mes avis ils sont plutôt consensuels en général, mais pour une fois, je vais sortir du rang et je vais vous parler du grand plaisir que j'ai pris devant Trap, un peu à l'inverse quand même de la presse et d'une grande majorité des spectateurs. Comme toujours, M. Night Shyamalan arrive avec un concept exceptionnel. Le film dure 1h45 et c'est vrai que ma crainte était que le film tourne en rond. Je veux dire, c'était le risque en suivant, vous savez, les tentatives plus ou moins réussies de Cooper pour s'évader. Sauf que c'est pas le cas, puisque le dernier acte du film nous amène à l'extérieur du stade. Et donc ça évite de rester indéfiniment dans cette salle de concert. Le film prend place pendant un concert, le concert de Lady Raven. C'est un rôle qui est interprété par la fille de M. Night Shyamalan, Saleka, qui interprète elle-même les chansons du film. Et si au départ ce concert fait office de prétexte, aussi bien sur le plan narratif que dans l'histoire elle-même, parce que ce concert il est factif, c'est en fait un faux concert qui a été mis en place pour piéger le boucher, donc pour piéger Cooper, mais cette chanteuse elle va prendre au fur et à mesure de l'ampleur, au point d'avoir un rôle central dans la dernière partie du film. Je veux souligner la performance folle de Josh Hartnett, vraiment qui est excellent, avec cette dualité, d'un côté le bon père de famille qui offre un t-shirt à sa fille, ou bien qui vole à la rescousse d'une fan qui fait un malaise, et puis de l'autre ce tueur en série, donc qui n'hésite pas à pousser une fan dans les escaliers pour détourner l'attention. Il y a des plans sur son visage, la façon de centrer la caméra face à Josh Hartnett. Vous savez, il nous regarde légèrement légèrement en dessous de la caméra en fait, avec un sourire étrange, un sourire qui met mal à l'aise clairement. La première moitié du film tient bien la route je trouve, par contre c'est la deuxième moitié où là c'est du pur fun, il faut juste se laisser aller aux décisions tordues des personnages en fait, parce que pour le coup ils vont vraiment prendre des chemins qui n'ont pas forcément de sens. Et par exemple Cooper qui va réussir à s'en sortir avec 1001 faciès scénaristiques, et ça fait presque rire en fait parce que ça ressemble à une parodie et on sent que M. Night Shyamalan il s'est vraiment amusé et c'est contagieux je trouve pour les spectateurs. Clairement Trap c'est un bon divertissement sans prise de tête, je trouve que c'est idéal à voir si vous voulez passer un moment fun avec des copains ou même tout seul. Moi je me suis vraiment bien amusée devant le film, et c'est aussi un pied de nez en fait à une certaine catégorie de films, dans le sens où Trap c'est la preuve qu'on peut faire un film où on déconnecte son cerveau, on accepte les facilités scénaristiques sans pour autant prendre le spectateur pour des imbéciles en leur servant un contenu médiocre. On continue dans les gros films américains avec le nouvel opus d'une franchise à succès.
La franchise Alien, en l'occurrence, qui revient avec un nouveau film, Alien Romulus, sorti le 14 août. Je n'envisageais pas d'aller le voir, mais Marc, qui se reconnaîtra, avec qui j'échange souvent en commentaire et avec qui c'est toujours un plaisir de papoter, m'a parlé à maintes reprises des bandes annonces et c'est vrai que ça a suscité mon intérêt pour Alien Romulus, donc de Fede Alvarez, sorti le 14 août. Nous sommes sur une planète où les humains qui y travaillent sont exploités jusqu'à leur mort. Donc ce sont des ouvriers qui meurent soit de maladie, soit d'accidents dans les mines. En tout cas, l'expérience de vie est pas très longue sur cette planète-là. Un groupe de jeunes décide de s'en aller afin de partir vers d'autres horizons, sauf que la planète est très loin de chez eux et donc pour faire ce voyage, ils ont besoin de cryocapsules. Pour ce faire, ils vont se rendre dans une station spatiale et ils vont faire une sacrée rencontre, à vrai dire, une forme de vie qui s'avère être la plus terrifiante de l'univers. Moi je vous apporte un point de vue assez différent sur la saga Alien pour la simple raison que je suis une néophyte. Je l'admets, je n'ai jamais vu un seul film Alien, ce qui fait que je n'ai pas été sensible en fait au fanservice présent dans le film. Vous savez, le fanservice, ce sont ces références qui vont faire frémir les amateurs de la saga. Et visiblement, il y en a beaucoup dans le film, que ce soit des répliques cultes qui sont prononcées, la reproduction de certaines scènes, la mention de certains personnages aussi. Mais moi, en tant que néophyte, à aucun moment je me suis sentie laissée sur le carreau. À aucun moment, vous savez, j'ai pas eu le sentiment que le film me faisait des clins d'œil en disant « Tiens, t'as vu ça, ça c'est une référence ». Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, il y a des films qui abandonnent les petits nouveaux comme moi au profit des fans. Et pour le coup, Alien Romulus, c'est un film qui est vraiment accessible parce que le fanservice, ça peut rapidement devenir très lourd. Pour parler un peu de la narration, moi j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir des jeunes comme personnages principaux, pour la simple bonne raison qu'ils ont une naïveté qui est inhérente à leur jeunesse, qui est inhérente à leur jeune âge, et ça justifie aussi certaines décisions parfois un peu stupides ou bien des émotions très intenses qu'ils peinent à maîtriser. Donc là-dessus c'est assez intéressant. Autre point que moi j'avais beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit des jeunes issus de la classe ouvrière, puisque ils sont exploités par les grosses sociétés, des sociétés qui leur font miroiter un ticket pour une autre planète, un ticket qu'ils n'obtiendront jamais parce qu'ils seront morts avant de maladie ou bien d'un accident, je vous le disais. Et donc c'est cette dimension-là, en fait, cette dimension sociale, qui est inhérente aussi au genre de la science-fiction, dans le sens où la science-fiction, c'est notre futur potentiel, c'est ce qui pourrait arriver à notre société, et donc c'est pas surprenant d'y retrouver aussi les dérives de notre humanité actuelle. Pour parler de l'univers Alien de façon plus générale, j'ai adoré son aspect complet, sans pour autant être complexe, dans le sens où voilà, on a ces androïdes qui obéissent aux directives, qui peuvent changer de directive au fur et à mesure du récit, on a l'entreprise Weyland-Yutani, qui est représentative du capitalisme, forcément, on a les xénomorphes, tout ça qui est renforcé aussi par les effets pratiques, ça c'est considérable pour renforcer l'immersion dans l'univers, parce que l'utilisation d'animatroniques par exemple, ou bien le tournage dans des décors en dur, bah, ça permet quand même aux spectateurs d'y croire en fait. Peut-être que ce que je vous dis, ça va sembler évident pour beaucoup, parce que c'est un univers qui est installé depuis bientôt 50 ans, mais en fait pour moi c'est une découverte complète, et je dois dire que je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de me plonger, vous savez, dans la saga, et je trouve que Alien Romulus c'est vraiment une chouette porte d'entrée pour la nouvelle génération. On va parler du film le plus fou de cette vidéo, le film avec le pitch le plus surprenant, mais c'est pas pour me déplaire. Il s'agit du nouveau film de Jacques Audiard, dont le casting féminin a été récompensé au dernier festival de Cannes. Un film qui mêle comédie musicale, narcotrafiquant. C'est Emilia Pérez, sorti le 21 août. ¿En qué le puedo ayudar, señor del monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Rita est une talentueuse avocate qui est surexploitée, faut le dire, par le cabinet d'avocats pour lequel elle travaille, qui en fait met ses talents pour blanchir les criminels. Grosso modo, c'est ça qu'elle fait. Sauf qu'il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir à elle en la personne de Manitas Del Monte, un chef de cartel qui va venir la voir. En effet, Manitas souhaite se retirer des affaires afin de mettre à exécution le plan auquel il songe depuis des années, devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Emilia Pérez, mais quel personnage! Quel personnage romanesque, par excellence, je veux dire, ce chef de cartel qui a toujours baigné dans
dans la drogue, dans les stupéfiants, dans les armes, et qui décide de tout plaquer en fait pour accomplir son rêve, pour se sentir en adéquation avec elle-même. Mais il faut pas oublier non plus que Manitas était un narcotrafiquant, qu'il a causé beaucoup de mal, et c'est pour ça que qu'une fois qu'Emilia Pérez est présente, une fois que Manitas est devenue Emilia va se lancer dans la philanthropie. Un virage totalement étendu dans le film, mais pas désagréable, puisque avec les moyens dont elle dispose, l'argent dont elle dispose, elle va créer une œuvre de charité qui aide à retrouver les corps des victimes. Vous savez, parce qu'au Mexique, il y a beaucoup d'enlèvements, et donc elle va aider ces familles à retrouver les corps de leurs proches afin de faire leur deuil. Donc le film bascule en fait dans la philanthropie, et vous le voyez, on est comme sur un film hybride, un film qui mêle beaucoup de genres. À l'image de son personnage éponyme, Jacques Audiard il voulait un film transgenre, autrement dit un film qui passe par tous les registres. Un film de mafieux, un drame familial, une comédie musicale, et c'est là que moi j'aime bien insister sur les numéros musicaux, qui sont aussi des numéros hybrides, parce qu'ils sont tantôt chantés et chorégraphiés, mais aussi tantôt parlés, un peu à la manière d'un slam, et je vais vous mettre un extrait du numéro d'ouverture qui passe par ces deux styles, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Una pareja próspera, envidiada, pero una pareja pródiga. ¿Quién dime quién en México no los quería? Por favor, no es ningún cuento de hadas. Es una historia de amor. Vuelvo a los hechos. ¿De qué hablamos hoy y ahora? ¿De justicia que se compra? Con veredictos pagados que engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el nuevo corriendo en las calles. Con veredictos pagados, cuellos cortados, las chicas bonitas. Emilia Pérez, c'est une œuvre qui est kitsch et qui l'assume. Je veux dire, je vous parlais de l'aspect philanthropique du film, de l'œuvre de charité que va lancer Emilia Pérez. C'est assez surprenant dans le sens où ça y est, maintenant qu'elle est sortie du trafic de drogue, elle lance cette association, et il y a presque une naïveté en fait à lancer tout ça en se disant mais c'est pas possible que pendant des années Manitas ait commis autant de mal, et que maintenant d'un revers de la main finalement tout ça soit balayé sous prétexte qu'Emilia lance une œuvre de charité. Donc c'est vrai que des fois t'as presque envie de rire parce que tu te dis mais c'est pas possible, c'est trop candide en fait, c'est trop candide que les choses se résolvent de façon aussi simple. Et bon, d'autant que une fois qu'Emilia Pérez vit, vous savez, dans cette grande maison sur les hauteurs du Mexique, qu'elle domine la ville alors que quand elle était Manitas, je veux dire, Manitas a toujours vécu dans les bas-fonds, justement, de la ville. Il y a ce changement qui est quand même assez conséquent pour le coup. Et ça donne un petit côté kitsch au film, mais le film l'assume pleinement en fait. Et je pense que quand vous allez voir Emilia Pérez, il faut se préparer à ça. Parce que il y a aussi le mélodramatique qui est très très présent, y compris dans les dialogues où les phrases sont parfois... on est dans de la fiction pure et dure. Et il y a certaines phrases, on a du mal à imaginer qu'elles puissent être prononcées dans la réalité, ou en tout cas, ce sont des choses qui sont très convenues, auxquelles on s'attend. Mais encore une fois, c'est un kitsch qui fait partie de l'ADN d'Emilia Pérez. Je vais vous parler d'un film espagnol, une comédie plus particulièrement sortie le 28 août, qui met en scène un couple qui décide de se séparer après 14 ans de relation. Et pour fêter ça, ils décident d'organiser une soirée avec leurs amis et leurs proches. C'est le film Septembre sans attendre de Jonas Trueba. Es una película que habla sobre la crisis de los 40 y es un elogio al matrimonio y a la pareja. ¿Qué estás pensando? Nada. ¿Tú? Te lo preguntaba yo primero. Oye, mira, a ver, te llamaba porque Ale y yo nos vamos a separar, ¿no? ¿Pero cuánto lleváis? ¿Lleváis toda la vida, no? Bueno, toda la vida 14 no, pero años un rato llevamos, ya, sí, 14. 14 años. Ale et Alex sont en couple depuis 14 ans. Mais ils décident de se séparer parce qu'ils ne sont plus heureux ensemble. C'est une décision dont ils semblent sûrs, la décision est ferme, et ils choisissent de suivre une vieille blague en fait du père d'Ale qui dit que ce qu'il faudrait fêter ce ne sont pas les mariages mais plutôt les séparations des couples, parce que c'est à ce moment-là que les deux vont retrouver la liberté et qu'ils vont être réellement heureux. C'est pourquoi ils décident d'organiser une fête de séparation. Autant vous dire que leurs proches sont plutôt perplexes à cette idée. Le film vogue entre les scènes de couple, donc évidemment les scènes où on voit Ale et Alex évoluer à la maison, mais aussi ces moments où ils annoncent à leurs proches au fur et à mesure avec des réactions plus ou moins stupéfaites. Certains s'y attendaient, d'autres sont choqués, leur disant qu'ils ont toujours représenté le couple parfait, celui qui est ensemble contre vent et marée, mais qui finit par se séparer. Ces dialogues et les proches, ils sont coupés
ils sont montés de façon assez surprenante puisque les coupes sont particulièrement brutales. Je songe à l'appel téléphonique par exemple qu'Alex a avec sa mère où il lui explique et vous savez, ils marchent en même temps et donc plutôt que d'avoir l'intégralité de la conversation ou d'avoir Alex de façon statique qui téléphone et puis coupe et on l'a toujours au téléphone, là c'est Alex qui est à gauche de la pièce et puis qui après est à droite et puis qui est au centre et au fur et à mesure en fait il se déplace et ça crée un effet comique à l'écran. Autre point que j'ai beaucoup aimé qui est présent au début du film pour le coup, c'est l'utilisation du split screen qui montre bien la scission en fait entre les deux. C'est-à-dire que c'est le matin, on les voit se préparer en fait pour la journée et ils ont beau vivre dans la même maison, on a beau les voir ensemble dans la première scène, les voir au lit ensemble dans la première scène, il y a un moment où ils se lèvent, on voit bien que malgré le fait qu'ils vivent dans le même espace, leur vie est coupée en deux. Chacun désormais fait sa vie et donc on a, ce sont des choses très bêtes, mais c'est Ale qui elle va aller se brosser les dents, de l'autre Alex qui lui se fait un café. On voit bien que même s'ils évoluent dans la même maison, leur esprit, eux, sont déjà séparés. Le mois dernier, je vous parlais de La Flamme, donc cette parodie de télé-réalité portée par Jonathan Cohen. Et bien ce mois-ci, j'ai regardé la seconde saison, Le Flambeau, qui s'inspire de Koh-Lanta. On est au-delà de l'inspiration, hein, c'est un copier-coller de Koh-Lanta, l'humour en plus. Il s'agit donc de la série Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra par Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent Bernard. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est normal qu'il n'y ait rien, on doit tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Ils devront dépasser la faim. On crève la dalle. Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? La fatigue. Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. Les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. On vote contre lui ce soir. On a 9 épisodes d'une trentaine de minutes. Le concept, vous le connaissez très bien. Plusieurs aventuriers débarquent sur une île et s'affrontent. Donc au départ, on a 2 équipes, ils s'affrontent dans une succession d'épreuves avec comme objectif d'être le vainqueur de l'émission. Ici, on reprend les mêmes, on ajoute quelques nouveaux et puis on recommence. Le programme s'inscrit dans la même lignée que la première saison et étonnamment, j'ai moins aimé. Je remets pas en question la qualité du programme, hein. Pour le coup, on est vraiment sur les codes identiques de Koh-Lanta. On se croirait vraiment regarder un épisode de Koh-Lanta. C'est impressionnant que ça soit même en termes de... Alors évidemment en termes de narration, la voix off par exemple, mais aussi et surtout la façon dont c'est filmé, les plans, les zooms sur les personnages alors qu'ils sont au loin, vous savez, à réfléchir sur le campement. C'est justement ces mouvements de caméra en fait qui donnent vraiment le sentiment d'être face à une émission de télé-réalité. Mais je pense que si j'ai moins aimé cette saison, c'est pour la simple bonne raison que moi je suis pas forcément grande amatrice non plus de télé-réalité à la base et Koh-Lanta j'aime pas particulièrement non plus. Donc c'est juste dû au fait que moi j'aime moins les jeux d'aventure. Par contre, ce que j'ai adoré, ce sont les nouveaux personnages. L'une des plus mémorables, c'est Annick, Laura Felpin, à tel point que ses répliques sont restées cultes. Je veux dire, nous à l'UIT, on parlait tout le temps d'Annick, de ce personnage donc, qui est artiste dans une troupe de cirque du Périgord, qui porte des sarouels. C'est un cliché ambulant, clairement, avec son côté troubadour et son amour pour la nature. Je suis ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Et puis voilà, enchantée, moi c'est Annick. Et puis j'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes, vraiment. Oh, tais-toi, toi. On lui a rien demandé. Accueil plus ou moins mitigé. C'est toi maintenant. Oh là là, dégueulasse. Clochard. Vous voulez pas qu'on fasse un jeu d'éveil pour se remonter le moral? Ta gueule. Ta gueule, sac à crotte. Donc ça fait partie des nouveaux, mais on a aussi les anciens. Donc par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'adore ce personnage, celui de Docteur Juif, interprété par Pierre Ninet, qui est amoureux d'Anne. Anne, qui elle était une prétendante de La Flamme, en fait ils s'étaient rencontrés lors de la précédente émission, et qui fait tout pour la croiser sur l'île. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Non. Vous vous rappelez pas de moi? Non. Je suis juif. Docteur Juif. On s'est rencontrés... Après l'accident de Soraya, c'était horrible. Magnifique. Hein? Horrible. Non, l'accident, la mort, oh là 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 là. Oui. Enfin, on va parler de 2 livres. Le premier, c'est un roman de Stephen King, culte, clairement. C'est Carrie. Alors, déjà, je tiens à saluer cette édition qui est absolument magnifique, avec ses pages jaunies, cette couverture... Oh, je suis fan. J'adore les vieilles éditions de livres parce qu'elles ont un charme fou. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, c'est clair. Donc, Carrie, c'est l'histoire de cette jeune femme qui a été élevée par une mère puritaine qui va avoir ses premières règles en fait au
au lycée, assez tardivement pour le coup, et en ayant ses premières règles, Carrie va aussi développer des pouvoirs télékinésiques en l'occurrence. Sauf que Carrie est harcelée par ses camarades de classe, et ce depuis des années. Lorsqu'elle est invitée au bal, au célèbre bal, le tant attendu bal de fin d'année par le beau gosse Tommy Ross, elle ne comprend pas et se demande si c'est pas un énième piège de ses camarades de classe pour lui faire du mal. Autant vous dire que l'apparition de ces nouveaux pouvoirs tombe assez mal, puisqu'elle pourrait bien s'en servir pour faire du mal à ses camarades. Le livre l'annonce d'emblée, hein, c'est dans le résumé et c'est dans les premières pages d'ailleurs, il y a un accident terrible qui a rasé une ville de la carte et fait plus de 200 morts. Il faut pas aller très très loin pour comprendre que c'est Carrie qui en est à l'origine. Et tout le récit retrace les semaines qui ont précédé cet événement tragique. Il n'y a pas de chapitre dans Carrie pour le coup, il y en a pour marquer en fait la transition entre les différentes parties. Eh bien, Stephen King va venir insérer des extraits d'œuvres fictives, que ce soit des articles de presse sur Carrie, un ouvrage sur la télékinésie, les mémoires aussi d'une camarade de classe de Carrie. Tout ça permet de venir séparer les différents lieux. Il y a une autre incrustation que moi je trouve très intéressante dans l'ouvrage, ce sont les pensées des personnages. Parce que c'est un livre qui est écrit à la 3e personne, en point de vue omniscient. Autrement dit, on a accès aux pensées de tous les personnages, mais le risque aussi c'est d'avoir un manque de spontanéité en fait, parce que c'est rapporté au discours indirect, avec des verbes comme « elle pensait que ». Or ici, Stephen King incruste les pensées des personnages au discours direct, entre parenthèses. Et donc c'est pertinent parce que ce sont des adolescents où la moindre émotion est exacerbée, et c'est pertinent par exemple quand Carrie confronte sa mère et que on a ces pensées qui détonnent du comportement qu'elle adopte face à sa mère. Je vous l'ai dit, j'adore cette édition vintage, et j'en ai une seconde à vous présenter qu'il est tout autant. C'est cette édition en anglais de Da Vinci Code, qui est donc la seconde lecture dont je vais vous parler aujourd'hui. Da Vinci Code, c'est le second opus d'une pentalogie consacrée aux aventures du symbologue Robert Langdon, interprété par Tom Hanks dans les films. Pour la faire courte, ce sont des histoires donc, qui mettent en scène Robert Langdon qui parcourt le monde, clairement, pour résoudre des mystères, souvent liés à un mort en fait. Quelqu'un est décédé, quelqu'un a été assassiné, et Robert Langdon est envoyé parce que il a cette connaissance des symboles, en fait, des symboles religieux plus particulièrement, et des symboles de façon plus générale, qui peuvent justement l'aider à remonter la trace des meurtriers. Donc dans Ange et Démon, on était au Vatican, avec la présence des œuvres de Michel-Ange par exemple. Ici, Da Vinci Code, vous vous en doutez, on est plutôt sur les œuvres de Vinci. Le troisième, je n'ai plus le nom, le symbole perdu, c'est ça, on est chez les francs-maçons. Donc vous voyez, on explore aussi souvent des sociétés secrètes, ou en tout cas des institutions autour desquelles il y a beaucoup de légendes urbaines, et Dan Brown les exploite en fait dans ses œuvres, notamment en ajoutant aussi toute une mythologie liée à la culture, que ce soit la culture du patrimoine, la culture de l'art, mais aussi la culture des symboles par exemple. Da Vinci Code, c'est une relecture, pour le coup je l'avais déjà lu quand j'étais au collège, ça commençait à dater un peu, et là je me suis dit tiens, comme j'ai à Paris, ça serait chouette de le relire en anglais, cette fois. Dans Da Vinci Code, le conservateur du Louvre, Jacksonnière, a été assassiné. Autant vous dire que son corps a été retrouvé dans une drôle de position qui reprend celle de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Forcément, Robert Langdon est dépêché sur place pour analyser tous les symboles. Le problème, c'est qu'on l'accuse, lui, d'être le meurtrier de Jacksonnière. Il va donc prendre la fuite et, par une succession d'événements, va apprendre que Jacksonnière faisait partie d'une société qui avait pour objectif, donc une société qui s'appelle le Prieuré de Sion, une société secrète, qui avait pour objectif de protéger le Graal. Rien que ça. Et donc, Robert Langdon, aidé par la petite fille de Jacksonnière, Sophie, va se lancer sur les traces du Graal. Je vais reprendre le terme qu'il y a sur la couverture, sur le terme du New York Times, qui qualifie Da Vinci Code de blockbuster pour érudits, et c'est exactement ça. Parce que dans Da Vinci Code, on a tout ce qu'on recherche dans un blockbuster. On a du suspense, de l'action, du mystère, du retournement de situation, de la trahison, bref, tout ce qui fait le grand spectacle, mais avec une bonne dose de patrimoine, d'histoire de l'art. C'est excellent pour la culture générale, même si bon, il y a une grosse part de fictionnel, beaucoup de théories du complot notamment, mais c'est du grand divertissement pour les neurones, ça faut clairement le dire. Le fait de lire en anglais, ça m'a aussi permis d'apprécier les subtilités de l'écriture, notamment l'emploi de termes en français, donc qui ici apparaissent en italique, et puis aussi comment est-ce que notre personnage principal y répond, parce que Robert Langdon a des bases en français, mais il n'est pas francophone, donc voilà, il y a des moments où il est un peu perdu, et ça c'est beaucoup plus difficile à retranscrire lorsque le roman est traduit en français.
typiquement des expressions qu'il comprend qu'à moitié en fait. Mais je trouve que ça permet aussi, le fait de lire en anglais, eh bien d'apprécier la richesse de notre propre vocabulaire. C'est le moment où on va parler un peu français, parce que y a cette phrase du personnage de Silas qui est dévot de Dieu, qui porte un cilice en fait. Donc un cilice, c'est un instrument de mortification qu'il porte autour de sa cuisse lorsqu'il pêche, et qui dit dans la version anglaise « pain is good ». Si on traduit littéralement, la douleur est bonne. Ça veut tout et rien dire. Et nous en français, et c'est là que je salue le travail des traducteurs, en français on a cette phrase qui dit « la douleur est salutaire ». Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus nuancé, parce que salutaire, ça peut être utilisé, ça peut être compris dans le sens où ça lui fait du bien, ça lui est bénéfique. Moralement, ça l'aide à se sentir mieux, mais aussi salutaire comme le salut de l'âme vers le bonheur éternel. Bref, c'était l'instant traduction, mais je trouve que lire une œuvre en version originale, ça permet aussi d'apprécier voilà, toutes les subtilités de notre langue en fait, et puis le travail du traducteur simplement qui est quand même considérable quand on traduit un ouvrage aussi colossal que celui-là. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous dis, j'avais pas grand chose à vous présenter ce mois-ci, mais ça devrait être bien plus conséquent dans les prochains bilans culturels, pour la simple bonne raison que j'ai souscrit, ça y est, à la carte UGC illimitée, donc qui permet d'avoir accès pour un abonnement de 20 € par mois à une grande majorité des cinémas parisiens. Autant vous dire que j'ai passé mes journées là-bas, ça c'est sûr. Donc les prochains bilans culturels risquent d'être très denses. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis à la prochaine.